Bonjour à tous, c'est un honneur et une grande joie pour moi d'être ici, car j'ai organisé des colloques internationaux en France et dans le monde entier, mais c'est la première fois que j'en organise un au Maroc, grâce à la confiance de l'UM6P et de son président Hicham El Abdi, que je remercie. Et pour moi, le Maroc est vraiment mon second pays, c'est certainement de très loin le pays que j'ai le plus visité, où je me sens le mieux après la France. Donc c'est pour moi un grand moment de vous proposer cette journée et demie ensemble. Alors, pourquoi un colloque sur ce thème? Eh bien, d'abord, parce que la vision de l'homme et du monde que nous avons, dans toute civilisation, que ce soit les Papous de Nouvelle-Guinée ou que ce soit nous, est essentielle pour l'organisation sociale et économique de notre société. Je vous le prouve. Les Grecs, ils avaient bien vu que la coque d'un bateau disparaissait avant le mât, mais ils étaient dans une optique où la Terre était plate et donc ils n'ont pas percuté. Leur vision du monde l'emportait sur l'évidence. Les Européens, le 4 juillet 1054, ont vu comme les Chinois exploser la supernova que vous voyez à l'écran ici, et cette supernova, ils ne l'ont pas notée, alors qu'elle était visible en plein jour. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la vision du monde l'emporte sur l'évidence et que dans la philosophie d'Aristote qui régnait à l'époque en Europe, tout ce qui est au-delà de la Lune est éternel et immuable. Vous pouvez voir un truc comme le nez au milieu du visage, non, ça n'existe pas. Voyez ? Et les Aztèques ont vu arriver les conquistadors, ils les ont décrits, des monstres en acier, etc. Ils n'ont pas vu les bateaux. Pourtant, les bateaux étaient sous leur nez, ils étaient beaucoup plus gros. Mais ça ne peut pas exister, un bateau, comme ça. Un bateau, c'est une pirogue en bois de 2 mètres de long, vous voyez. Donc voilà, donc la vision du monde l'emporte sur l'évidence, ça, il faut le savoir. Et dans notre civilisation, celle dite de la modernité, où la science est le point clé qui définit cette vision du monde, elle a donc un impact énorme sur la société. Si vous dites « c'est scientifique », on vous croira plus que si vous dites « j'ai rêvé qu'eux ». Alors que chez les aborigènes australiens, c'est l'inverse, attention. Le rêve a beaucoup plus de poids que la démonstration scientifique. Si vous avez rêvé du château de Versailles, l'équivalent chez les aborigènes australiens, il est à vous. Ouais, c'est un peu facile, ça. Ah non, non, non. Il y a des juges vous devez dessiner votre rêve, vous devez le peindre, et les juges décident si vous avez peint le rêve du territoire du serpent ou de la fourmi à miel, et dans ce cas-là, il est à vous. Vous voyez, voilà. Bon, c'est une autre logique. Donc, ouais, mais ça, dans notre société, c'est la science qui définit cette vision du monde. Or, la science est à la base, à travers la modernité, d'un désenchantement du monde. Avec Copernic, l'homme n'est plus au centre du monde. Avec Darwin, l'homme n'est plus au centre de la nature. Et avec Freud, c'est Freud qui parle. L'homme n'est plus au centre de lui-même. Il a du culot, Freud. Il est arrivé, il a dit, voilà, il y a une triple humiliation de l'homme. Copernic, Darwin, moi. Parce que, avec moi, Freud, l'inconscient est plus important que le conscient. Vous voyez ? Et donc ça, c'est un désenchantement du monde. Vous voyez, voilà, vous êtes ici, hein ? Sur une étoile de banlieue, là, aux 2/3 du rayon de la galaxie, c'est pas terrible. Donc c'est un certain désenchantement du monde. Et donc ça a créé, comme le disait le Cipisno, un fossé entre les deux cultures. La culture traditionnelle, basée sur les traditions, les religions, qui nous dit que la vie a un sens, que l'homme n'est pas une machine, que l'homme n'est pas qu'un ensemble de molécules. Et puis, la vision mécaniste, cette vision moderne qui nous a donné tant de choses, on ne peut pas cracher dessus. Ça a donné l'électricité, l'Internet, le confort moderne, la durée de vie, la médecine, etc. Mais nous sommes schizophrènes, c'est ça le problème. Parce que cette vision moderne, elle est basée sur des concepts comme le déterminisme. Le monde est une grande mécanique, vous savez, comme les anciennes horloges, les anciennes montres. Hein, ouais, le monde est une grande mécanique. Le mécanicisme, hein, normal pour une grande mécanique, déterminée, où tout est compréhensible à l'avance. Le réductionnisme, ce que les anglo-saxons appellent nothing but, le tout n'est rien d'autre que la somme des parties, nothing but. L'homme n'est rien d'autre qu'un ensemble de molécules, la conscience n'est rien d'autre qu'une sécrétion des neurones du cerveau. Et le monde matériel est clos sur lui-même. Le monde matériel, il n'y a pas de place. Alors bien sûr, on est libre de croire, mais il n'y a pas de place pour les djinns, les anges, etc. Le monde se ferme sur lui-même. Tout ce qui se voit dans le monde s'explique à partir du monde. Voilà la vision du désenchantement du monde.
Et vous avez des choix entre, d'un côté, un choix désespérant, entre des gens complètement athées comme Richard Dawkins, qui dit qu'il faut en finir avec Dieu, son best-seller de God Delusion s'est vendu à des millions d'exemplaires, et puis les séparationnistes, Stéphane Jay Gould, qui était athée mais tolérant, contrairement à Dawkins, et qui parlait de non-overlapping magisteria, un thème que l'on reverra ensemble, ça veut dire séparation complète. Voilà, il y a la science, et puis après il y a la religion de l'autre côté, mais c'est complètement séparé. Il n'y a aucun lien entre les deux, voyez-vous. Et ça, c'est ce choix désespérant qui est en grande partie le choix de la modernité. Voyez. Et ça, eh ben, ça amène quoi? Avez-vous déjà réfléchi que l'organisation taylorienne du travail, on l'appelle l'organisation scientifique du travail, elle est basée sur la physique de Newton, de Laplace, la physique classique, cette physique déterministe, mécaniste, réductionniste. L'homme, c'est quoi? C'est une particule élémentaire dont les mouvements sont gérés par quoi? Eh bien, par les procédures tayloriennes. Et ça représente quoi? Un univers où il y a des atomes et des lois. Ouais. Il y a les lois, les procédures tayloriennes, les atomes et les hommes. Et donc vous avez ça. Charlot étant moderne, voilà, nous sommes qu'un rouage de plus dans un grand système. Cette vision, je caricature, mais je vais vite, hein, c'est pour juste to set the stage, comme on dit. Et dans cette situation-là, il ne faut pas s'étonner qu'après un certain nombre de décennies, eh bien, il y ait un désenchantement également de l'économie et du travail. Thomas Friedman, qui est pourtant un promoteur du libre-échange, dit « Nous avons créé un système de croissance qui dépend de la construction de toujours plus de magasins, qui vendent de plus en plus de produits fabriqués par de plus en plus d'usines en Chine, alimentés en électricité par de plus en plus de charbon, qui va bien sûr faire de plus en plus de réchauffement climatique, mais permettent à la Chine de gagner de plus en plus d'argent pour acheter les bons du trésor, qui font quoi? Eh bien, qui permettent aux Américains d'avoir de plus en plus d'argent pour construire de plus en plus de magasins qui vendent de plus en plus de produits faits par de plus en plus de Chinois. Vous voyez? Voilà, on ne peut pas être plus dans le non-sens que ça. Et on est dans une civilisation qui sait très bien comment on fait les choses techniquement, mais on sait de moins en moins pourquoi. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes, et on le voit dans les jeunes générations, qui quittent les entreprises. Vous voyez, 47 millions de salariés, certes il y avait le Covid, mais c'est énorme. En une année, 47 millions de démissions aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le big quit. Voyez. Donc vous comprenez maintenant que tout est lié. Il y a notre vision du monde, notre façon de vivre, notre désenchantement ou pas, notre crise de sens, notre façon de travailler, l'organisation, tout ça est lié. Voyez. Et la grande nouvelle, chers amis, c'est la première pièce d'une reconstruction, c'est que la physique quantique, c'est pour ça qu'on commence par ça, vous entendrez 6 physiciens quantiques aujourd'hui, dont 2 prix Nobel en vidéo et les autres sur scène, et aussi 4 astrophysiciens. Donc on commence par la physique, l'astrophysique, on fera la biologie, la conscience un peu plus une autre année, même si on en parle un peu aujourd'hui. La physique quantique, à elle toute seule, détruit ces 4 piliers du déterminisme, du mécanicisme matérialiste, du réductionnisme et de la clôture du monde matériel. Je n'en dis pas plus, c'est le but d'une grande partie de cette journée. Tout au long de la journée, on va découvrir comment. Eh bien, et c'est pour ça que je vous dis que la physique quantique, c'est quelque chose qui est encore peu connu. Vous entendrez parler d'entanglement, par exemple. En français, on dit non-localité, intrication, non-séparabilité. Pour vous montrer que c'est très sérieux, c'est le prix Nobel de physique de l'année dernière pour Alain Aspect, qui était l'étudiant de mon maître Bernard Despagna, qui lui-même a reçu un des prix les plus importants après le prix Nobel, le prix Templeton, qui à l'époque était remis par le prince Philippe à Buckingham Palace. Pour la petite histoire, j'étais le présentateur de Bernard Despagna, puisque vous savez, pour le Nobel on présente, pour le Templeton aussi. Et là, je suis donc à la remise du prix, et le prince Philippe me demande en 2 minutes, et en anglais, de lui expliquer la physique quantique. Alors ça, c'est un des plus gros challenges de ma vie. Donc, si vous aurez parfois du mal en 30 minutes à la comprendre, donc en 2 minutes, c'était pas évident. Mais c'est pour vous dire que c'était un sujet tout à fait essentiel, et que Bernard Despagna dit ceci. On parle de science de la matière, mais en fait, ce n'est pas le bon terme. Ce que la science nous révèle, c'est que ce qui se conserve, ce n'est pas le concret, mais l'abstrait. C'est un nombre pur, c'est des rapports de nombres qui sont la réalité, pas des objets. On ne peut pas parler de science de la matière. Et cette découverte forte, importante, eh ben, une des manières les plus pertinentes de l'évoquer, selon lui, c'est de dire que le mot matière est mauvais et de réintroduire le beau mot d'être.
Et c'est un très grand physicien qui vous le dit. Et là, c'est deux physiciens parfaitement agnostiques, je peux vous le témoigner, dont l'un est professeur à l'école polytechnique, et qui vous disent que la science classique avait abouti au triomphe du matérialisme mécanique. C'est ce que je vous disais. Pour tous, c'est juste des petits morceaux de matière qui interagissent les uns avec les autres. Cette vision assez primitive, disent-ils, à laquelle se tiennent encore la plupart des biologistes. Ça, c'est important. Il y a un décalage entre la biologie, voyez-vous, et la physique. La biologie a du retard. Avait amené l'inutilité des religions et celle de philosophie qui font appel à l'existence d'entités non matérielles. Le fait que ces morceaux de matière se soient révélés n'être en réalité que des nombres, ils appellent ça abstraction mathématique non locale, c'est-à-dire pouvant s'étendre sur tout l'espace. Ça, c'est l'intrication, la non-séparabilité, le prix Nobel 2022, le prix Templeton. Vous allez voir, l'entanglement, l'intrication, ça s'étend sur tout l'espace, ça n'obéit plus au déterminisme, et ça a porté un coup fatal au matérialisme classique. Il dit ça dans un petit bouquin qui s'appelle Le Quantique des quantiques. Attention, il y a d'autres formes de matérialisme possibles, mais ils appellent ça des matérialismes de science-fiction. Vous entendrez parler tout à l'heure d'un matérialisme avec des multimilliards d'univers parallèles. C'est les matérialistes qui sont sur le reculoir, vous voyez, là, ils sont comme un boxeur, vous voyez, qui est sonné, parce qu'ils sont obligés de postuler des trucs vraiment bizarres en science pour s'en sortir. Alors vous voyez bien que si une théorie scientifique peut donner un coup fatal à une philosophie comme le matérialisme classique, on ne peut pas séparer science et spiritualité, on ne peut pas séparer science et religion. C'est des domaines différents, évidemment, avec des méthodes différentes, mais l'intersection est non nulle. Parce qu'il y a des expériences de physique qui sont des expériences de métaphysique pure. Et l'intrication entanglement en est une, on le verra. Donc, vous voyez, il y a des best-sellers comme ça maintenant en France, aux États-Unis. Je ne parle pas de la qualité des livres, mais ces livres sont des succès énormes sur le retour de Dieu en science. Et on parle uniquement de science, on ne parle pas de religion. Hein. On part de la science, on regarde la science, uniquement la science, et ça nous amène à des conclusions philosophiques, spirituelles, voire théologiques éventuellement. Mais on ne parle que de la science dans ce domaine. C'est ça qui est intéressant. On joue sur terrain adverse. C'est un peu comme si le Maroc battait l'Algérie à Alger, vous voyez. On joue au foot sur terrain adverse. Ce serait le Maroc qui battrait l'Algérie à Alger, ce serait sympa. Hein. Et ben voilà, on joue sur le terrain des scientistes et on va les battre sur leur terrain. C'est quand même extraordinaire. Et il y a Prigogine, qui était mon autre maître. La science n'est plus ce savoir classique. Il y a une nouvelle science, il vous le dit. Nous pouvons déchiffrer le récit d'une nouvelle alliance entre l'homme et le monde. Loin de l'exclure du monde qu'elle décrit, la science retrouve comme un problème l'appartenance de l'homme à ce monde. Et le sous-titre de son livre, La Nouvelle Alliance, c'est la métamorphose de la science. Donc notez bien qu'il y a une métamorphose de la science. Ce n'est pas moi qui le dis, mais il y a un des grands inventeurs des théories du chaos et de la complexité. Voyez ? Et donc voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, il y a un réenchantement du monde, on est descendu en rouge avec justement Copernic, Darwin, Laplace, Freud, etc. Et on remonte avec la physique quantique, avec l'astrophysique, avec dans un instant vous allez entendre parler du réglage fin de l'univers avec Luc Barnes, vous entendrez parler demain du théorème de Gödel avec Grégory Chaitin. On a toute une remontée qui se fait et c'est cette remontée-là, cette courbe verte que nous allons voir ensemble aujourd'hui, voyez-vous. Mais ça, en un slide, ça, c'est toute la révolution conceptuelle. On va surtout regarder le passage Newton-Einstein avec l'astrophysique et le déterminisme de Laplace et la physique quantique. On parlera du théorème de Gödel. Le reste, on parlera du théorie du chaos et de la complexité demain, hein, entre autres avec Reda Ben-Kiran et Raphaël Liogier, mais on parlera plutôt de conscience et de biologie une autre année, sauf qu'il y aura quand même Rana Dajani et Paul Ashby pour la question justement de l'évolution et de l'origine de la vie. Mais c'est ça, c'est une révolution conceptuelle qui est en cours et qu'on va vous présenter, Inch'Allah, non seulement cette année, mais dans les années à venir, grâce au Centre Sciences et Quêtes de Sens et à l'UM6P. Et alors, ce qui est important, c'est qu'il y a un réenchantement de l'économie. On passe d'un monde basé sur les capitaux, les machines, le command and control, bref, une vision très désenchantée du monde, mécaniste, déterministe, c'est logique. C'est la vision de la modernité, elle est issue des sciences qui dirigent notre vision du monde, qui donnent cette vision du capitalisme classique, les fonds de pension, etc.
Mais il y a une autre vision du monde. Et c'est pour ça que le challenge de ce centre, c'est d'être à la fois à l'Africa Business School pour parler à des managers et à la fois pour parler au grand public, pour parler aux étudiants, voyez-vous, du réenchantement du monde en sciences, mais aussi pour parler d'une nouvelle façon d'aborder l'entreprise. Et demain, nous aurons une grande table ronde animée par mon ami Moulay Youssef Alaoui avec toute une série de chefs d'entreprise français et marocains. Ce n'est pas l'alliance de deux choses différentes. Vous comprenez que c'est une seule et même chose. Je pense que vous commencez à comprendre maintenant que ce que vous allez voir, avec 25 intervenants internationaux du monde entier, sur scène ou certains en direct de Rio, de Californie ou de Washington, ce que vous allez vivre pendant une journée et demie, on a mis 25 intervenants parce qu'on voulait vous donner une espèce de teaser de tout cela, c'est beaucoup plus qu'un colloque, ce que vous allez voir. C'est les fondations d'un nouveau monde. Oui, attention, soyons précis. Une partie des fondations d'un nouveau monde seulement. Parce que même si on va aller de la physique quantique à l'entreprise, du Big Bang à l'architecture, de l'origine de la vie au théorème de Gödel, vous ne verrez qu'une toute petite partie de ces fondations d'un monde nouveau, mais vous verrez d'une partie que j'estime essentielle et qu'on va vous présenter pendant cette journée et demie. Donc, pour conclure, la science influence notre civilisation de deux façons différentes. Par la technologie qu'elle nous donne, c'est évident, mais aussi par la vision du monde qu'elle nous donne. Et ces deux convergent actuellement pour produire un monde complètement différent du monde moderne. Un monde aussi différent du monde moderne, dans quelques années, que l'était notre monde à nous, du monde paysan agricole d'avant l'invention de la machine à vapeur. Ce monde sera plein d'opportunités comme jamais, mais aussi avec des risques et des dangers. Les transitions ne se font pas doucement. Et la compréhension des nouveaux concepts scientifiques, et on verra ça avec les sciences de la complexité demain, et on verra ça avec la table ronde sur le management, eh bien c'est un guide très important pour naviguer dans ce nouveau monde. Première façon de conclure. Et deuxième façon de conclure, sur un plan spirituel, puisque cette introduction s'appelait « Science et spiritualité peuvent-elles se retrouver ?» Eh bien, toutes les religions disent deux choses, toutes les religions de la planète, même les non monothéistes. Un, il y a un autre monde. Il y a un au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière. Deux, il y a une connexion entre l'esprit humain et cet autre monde, par des voies mystérieuses et différentes selon les religions. La modernité avait rendu absurde une telle conception. Pour elle, il n'y a rien d'autre que le monde matériel. Mais voilà, je viens de vous montrer ce grand retournement, ce réenchantement du monde, cette métamorphose de la science rend possible que nous ne soyons plus des schizophrènes, que nous ne soyons plus des hommes et des femmes au cerveau coupé, que nous pouvons bâtir au XXIe siècle une vision harmonieuse du monde, ou qui bénéficie du souffle que donne la transcendance, parce qu'un monde sans transcendance est un monde triste, un monde désenchanté, mais aussi de la solidité que donne la raison, parce que vous savez que la raison, la transcendance sans la raison, ça peut engendrer des monstres. Et vous le savez comme moi. Donc il faut les deux. Et grâce à cette nouvelle vision du monde, nous pouvons espérer avoir les deux. C'est ce que nous allons essayer de vivre ensemble pendant cette journée et demie et par la suite, grâce à l'UM6P, à travers le Centre Sciences et Quêtes de Sens. Je vous remercie.